Bonjour à toi, chers spectateurs, bienvenue dans grande vidéo, grande chronique sur film sur le tsar de la Russie, ou peut-être juste le président, ça dépend du point de vue, je ne sais pas. Légalement, c'est juste le président. Exactement. Et il va pas filer le pouvoir à ses fils. Donc, non, je crois pas, même si tout le monde l'appelle le tsar. Mais donc, parlons du film Le Mage du Kremlin, film tout de même très attendu, puisque parlant de notre bon ami Vladimir Poutine, réalisé par Olivier Assayas. L'histoire, nous sommes en 2019, nous allons suivre un essayiste et écrivain qui s'appelle Roland, qui vient à Moscou pour se renseigner sur un auteur qu'il passionne, et qui va rentrer en contact avec Vladimir Barassov, qui est également connu pour être l'ancien mage du Kremlin, ou le bras droit de Vladimir Poutine. En fait, son directeur de com. Exactement. Et à partir de là, les deux vont se lancer dans une grande conversation pour refaire toute la vie de Barassov, du moment où il a travaillé à la télévision, au moment où il a rencontré Vladimir Poutine, et au moment où il est devenu son bras droit, et celui qu'on a surnommé donc le mage du Kremlin. Et pour en parler avec moi, vu que j'aime bien t'embarquer quand même dans des aventures à la fois politiques et à la fois cinématographiques. C'est pas si bas. Comment vas-tu, mon cher Mathieu? Ça va. La forme, on va dire c'est comme ça. Voilà. Bonne année. Bonne année, tout à fait. Il y a encore temps de le souhaiter à bonne année. On est encore en janvier. Ça marche encore. Ouais, alors je pose ça comme ça. Le Mage du Kremlin, c'est à la fois un livre donc de Giuliano da Empoli qui est sorti il y a maintenant un bon petit moment, si je dis pas de bêtises, Au moins 2018, 2019, 2020, je crois. Oui, ça doit être un truc comme ça. 2020-2021. L'année où se passe l'interview justement par Roland de Barassov, c'est en 2019, c'est ça ce qui est indiqué. Tout à fait, donc je crois que c'est 2020 ou un truc comme ça. Mais donc, ce roman a fait beaucoup parler de lui, il a soulevé beaucoup de questions, il gagne en perspective au vu du fait que depuis, il s'est quand même passé beaucoup de choses avec la Russie et beaucoup de choses avec Vladimir Poutine. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est quand même un peu audacieux, même si on sait que Olivier Assayas a toujours été un cinéaste très politisé, de s'embarquer dans la peinture d'un homme de pouvoir qui est encore au pouvoir, et surtout de montrer son bras droit qui a quand même eu une influence certaine sur ses actions aujourd'hui et sur l'image que l'on a de lui. Donc à partir de là, on part sur un film qui a des couilles, des grosses couilles, Ah si, sur le papier. Sur le papier, parce qu'il faut quand même remarquer, vu le paysage médiatique que l'on a en France en particulier, on va dire que la russophobie n'est pas franchement un move difficile. Non, Donc, disons quand même, il va bien dans un certain sens, un sens occidental. J'allais dire des grosses couilles à l'international par contre. Parce que... Bon, aux États-Unis, oui, peut-être. Oui, mais parce que papa, il est quand même juste à droite de chez nous, là, et il peut voir le film quand il veut. Hein. Et je pense qu'il a beau voir, il y a Jude Law qui me joue. Oh, dis donc, que c'est la classe, c'est Jude Law, beau gosse. Et qui fait très bien une petite... Alors, vous ne voyez pas avec ma barbe, mais... oui, qui fait très bien la petite moue poutinesque. Mais bon, quand on sait quand même qu'à la Douma, c'est-à-dire au Parlement russe, le deuxième parti, après donc Russie Unie de Poutine, c'est le PC, donc le Parti communiste, et que son chef, lui, dit que Poutine est un mou et qu'on devrait utiliser l'arme nucléaire directement sur Paris, je me dis, oui, c'est pas Poutine, franchement, le plus gros danger à ce niveau-là en Russie. Ouais, bon. Je n'irai pas jusqu'à dire non plus que c'est une bonne chose. Hein, non, mais c'est un sacré panier de crabes, de toute façon, la géopolitique. Tout à fait. Donc voilà, le film était quand même assez attendu rien que pour ça, rien que ce casting. Vous rajoutez en plus le fait que dernièrement Tarantino a dit que Paul Dano jouait comme une serpillière et du coup il y a à nouveau un intérêt qui s'est développé autour de cet acteur. Et vous avez un long métrage qui est tout de même pas mal attendu. Et c'est là que je vais me tourner vers toi, mon cher Mathieu, et que je vais te demander ce que tu as pensé du Mage du Kremlin. Alors, comme je te le disais avant qu'on tourne, Olivier Assayas, c'est pas un réalisateur que je suis beaucoup. Parce que je n'ai vu que 2 films de lui avant ça, donc Personal Shopper, que je trouvais qui était pas mal, très sympathique, mais qui casse pas 3 pattes à un mouton, tandis que j'avais vu un autre film qui s'appelle Irma Vep, qui, lui, j'étais entre l'ennui et le dégoût. Donc, on va dire que je partais avec un a priori quand même assez négatif. Ensuite, là, le film se tient, donc un peu long, très orienté, bon, en même temps, c'est l'époque qui veut ça, donc je vais mettre ça sur le compte de l'époque. Mais ça passe, quoi, quand on veut voir le film. La seule chose que je crains, c'est quand même que les Américains, s'ils voient le film, comme eux, ils font leur leçon d'histoire au cinéma, justement, qu'ils soient, en fait, empêtrés dans cette habitude de considérer que, la Russie, c'est fait avec des méchants dedans.
c'est un peu triste. C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Mais je suis d'accord avec toi sur le côté que le cinéma fait parfois l'histoire et on ne prend pas le recul nécessaire. En même temps, c'est pas un documentaire, il indique bien, c'est une œuvre de fiction Tout à à partir fait. de faits réels. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi, je trouve... Alors, le film a un immense défaut que je vais déjà tout de suite poser et ensuite on le développera. C'est très verbeux. Et pas le genre verbeux où c'est des dialogues hyper fins, construits d'une certaine manière, qui font que ça fait Il y en a avancer quand l'intrigue. Il y en a quand même. Mais la majorité du film est à l'image de ces moments où j'ai la sensation de voir un long métrage qui cherchera à m'expliquer tout, comme si il n'y avait pas assez de contexte, ou il n'y avait pas assez de positionnement de personnage, ou même juste la mise en scène de protagonistes dans une pièce me suffirait à comprendre qu'il y a un lien de rapport de causalité qui me permettrait de savoir qui est celui supérieur à l'autre. J'ai un peu l'impression qu'Olivier Assayas a voulu faire un film très didactique, voire trop didactique, et que peut-être il s'est un peu perdu dans simplement l'idée de raconter une histoire. Et c'est-à-dire que je dirais pas que Barassov est un personnage inintéressant à suivre, au contraire, il l'érige plutôt en protagoniste de l'histoire russe, en tout cas de la fin du XXe siècle et du début du XXIe Un siècle. très bon témoin, un très bon acteur. C'est ça. Mais il cherche constamment à surligner un petit peu sa position, comme si on n'était pas capable en tant que spectateur de cerner un petit peu l'impact de ses actions au sein du pouvoir russe et au sein justement de cette épaule de Vladimir Poutine. Et je dirais pas que c'est un gros défaut, mais c'est un peu le souci, je pense, de ce genre de long métrage, c'est que ça a à la fois la force d'un film qui veut être une grande épopée, on va dire lyrique et historique, et les défauts de ce genre qui consiste à vouloir trop expliquer au spectateur au cas où à un moment il perdrait un petit peu le fil de ce qui se déroule devant lui. Alors ça c'est intéressant, je rebondis là-dessus parce que moi c'est pas ce défaut-là qui m'embête le plus, c'est un autre défaut. Alors ça veut pas dire que le film a que des défauts, hein. C'est juste deux qui nous ont marqué. Donc toi c'est le côté dialogue, moi c'est le côté positionnement. Mais là j'y reviendrai, c'est plutôt dans la question de la mise en scène. Ça fera déjà un point de mise en scène à aborder. Je te propose qu'on saute dans l'écriture du coup. Donc à la base, il y a le livre de Giuliano d'Ampoli. Le scénario est écrit par Emmanuel Carrère ainsi qu'Olivier Assayas. Emmanuel Carrère étant quand même quelqu'un qui aime bien l'histoire russe, puisque c'est également l'auteur d'une biographie sur Limonov, qui a un petit lien avec ce long métrage quand même, il est bon de le citer. On voit son personnage qui Tout à apparaît. fait, tout à fait. Le scénario. Alors, le scénario, à mon avis, est l'exemple type du récit qui, à mon avis, est par moments un peu trop synthétique par rapport à l'ampleur dramatique qu'il a envie de conter. C'est-à-dire que c'est un film qui fait 2 heures et 25 minutes, soit l'équivalent de 145 minutes de métrage. J'ai la sensation qu'à la base, il devait y avoir un script de 400 pages. Il y a des chances, oui, simplement un livre de 400 pages, pourquoi pas. Potentiellement. Mais du coup, c'est un film qui va très vite dans son écriture. En grande partie, oui. Surtout, en fait, une collection de petites scénettes qui, chacune, présente un aspect, justement, de la vie de notre héros. Mais surtout, le problème, c'est que, justement, il est obligé d'avaler 20 ans, même quasiment 30 ans d'histoire russe, et surtout une histoire extrêmement complexe, puisque c'est, justement, la fin de l'Union soviétique, et l'entrée de la Russie, de nouveau dans le concert des grandes nations, parce que justement c'est la montée en pouvoir et la reconstruction après on va dire, effectivement, la période Eltsine, qui est une période très sombre pour les Russes. Tout à fait. Et le truc, c'est que Barassov se pose comme un personnage qui, au milieu de ça, a vraiment un rôle très particulier, puisque dans un premier temps, c'est un théâtreux qui veut juste percer en tant qu'artiste, pour ensuite... Ne disons pas théâtreux de manière... Non, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment... c'est un théâtreux, c'est quelqu'un, c'est un univers du théâtre, et surtout, on a l'occasion de voir un petit peu ce qu'il peut proposer en mise en scène en tant que directeur de théâtre, et franchement ça pouvait donner un truc intéressant. C'est d'ailleurs quelqu'un qui revendique être engagé politiquement, avoir un certain point de vue en tout cas sur la société à ce moment-là, donc c'est assez intéressant justement de montrer que c'est réellement un témoin de cet instant où il y a eu la chute du mur et où il y a eu une nouvelle perspective dans la Russie qui s'est ouverte, et ensuite de montrer que par le prisme de la télévision il va rentrer dans un autre univers assez différent, mais qui est quand même très politisé, pour au final faire la rencontre de Vladimir Poutine, qui va littéralement changer sa vie, puisque au travers de Poutine, il va avoir l'opportunité de modeler la Russie selon un certain point de vue et selon une certaine idée politique. Et tout le propos du film, c'est justement de montrer si Barassov est un pion principal de l'évolution de la Russie jusqu'à aujourd'hui,
ou juste quelqu'un qui a voulu épouser les idées d'une époque et qui en est devenu finalement un représentant un peu malgré lui. C'est tout le questionnement profond en fait de ce scénario. Tout le premier acte, si j'ose dire, avant la rencontre avec Poutine, c'est justement quelqu'un quasiment qui est ballotté par son époque et qui réagit, mais pas qui agit ou qui est proactif. Donc là-dessus, justement, c'est rigolo de le voir comme ça, le mage du Kremlin, et en fait, c'est quasiment quelqu'un qui est là par défaut. Ce qui est assez mis en parallèle avec Poutine, qui justement, lui, a été, dans le film, choisi par justement des experts en communication, des milliardaires, pour justement remplacer Eltsine comme un homme de paille. Donc ça fait deux hommes de paille qui en fait s'avèrent ne pas en être. Donc c'est un parallèle qui peut être intéressant, mais en même temps, on se pose la question, d'accord, mais dans ce cas, quelle est la plus-value véritablement de Barasov? Et après, c'est tout le questionnement aussi global du récit, c'est-à-dire que moi, j'ai un autre point qui me permet justement de rebondir sur ce que tu viens de dire, comme quoi les deux personnages sont mis en parallèle. C'est qu'il y a le défaut que je soulignais un petit peu au début, et là que je peux un petit peu plus développer, c'est que par moments, les dialogues sont un petit peu trop explicatifs. C'est-à-dire que par exemple, cet élément-là, que je trouvais être un des éléments les plus intéressants, ça arrive vraiment au niveau de la rencontre, où on sent qu'il y a à la fois le personnage qui accompagne Barasov, qui est donc le directeur de la chaîne de télé pour laquelle il travaille, qui est persuadé, lui, de tenir son homme de paille parfait pour justement devenir Premier ministre et par la suite peut-être avoir un petit peu plus de pouvoir. Et ensuite, Barasov qui, lui, en face, est presque dans l'égalité. Il le regarde et il ne le considère pas comme quelqu'un d'inférieur. Au contraire, il le considère presque comme son équivalent, mais à un autre poste. Et le souci, c'est que cette scène-là est synthétique parce qu'il y a ça. Et juste après, il y a Barasov en voix off qui fait non, mais mon chef pensait pouvoir le modeler, mais moi j'avais déjà vu que c'était quelqu'un de supérieur. T'avais besoin de me surligner ça, sans déconner. Et c'est tout le souci que j'ai avec une grande majorité du film, c'est qu'il y a des moments, les dialogues sont super ciselés, avec des vraies réflexions sur l'époque, sur la politique, sur certains mouvements politiques, sur la juxtaposition des pouvoirs, sur la place qu'un homme peut avoir par rapport à un autre, et comment le pouvoir peut être modelé par rapport à ça. Et par moments, il y a des instants où j'étais en train de me dire, mais à quoi sert ce dialogue? En fait, je pense qu'il sert pour le public américain. Parce que, c'est peut-être, hein, mais... Parce que là, il profite justement du côté interview qui cadre le film, parce que les Américains, faut dire, ils sont pas habitués à des films. Alors, ils l'ont été à un moment, les années 70 et 80 ont servi à ça, justement, des moments où le cinéma américain se questionnait sur lui-même, mais quand il s'agit de questionner les autres pays, pour eux, c'est complètement exotique, parce qu'ils sont dans un pays-monde. Tandis que là, justement, c'est le reste du monde, justement. Ce qui d'ailleurs est important de le souligner, cette forme que tu évoques, la forme de l'interview, c'est très américain pour le coup, comme style d'écriture, c'est-à-dire le fait de centraliser le récit sur le fait de revenir dans le temps et de se recentrer constamment sur le fait que ça soit un peu deux intellectuels qui sont en train de discuter et qui sont en train de partager un petit peu leurs idéaux et leurs souvenirs par rapport à une époque qu'ils ont tous les deux vécue, même si c'est les souvenirs d'un seul qu'on redécouvre réellement. Ça, c'est très américain pour le coup, comme structure narrative et dramatique, et ça permet encore une fois d'avoir ce cadre un peu confortable de savoir un petit peu dans quelle direction on va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de surprises sur le fait qu'on sait que Barasov va rester jusqu'à la fin du récit, on sait que Roland en face, il va lui poser les bonnes questions pour permettre de rebondir au fur et à mesure qu'on progresse. C'est typiquement le genre de forme qui a un certain confort et qui fait que c'est la forme qu'ont des films comme Forrest Gump, c'est la forme qu'ont des films comme ça qui reviennent dans le temps et qui font juste un espèce de bilan de l'histoire. Et c'est en même temps un point fort, je trouve, tu vois, cette partie interview. En même temps, j'étais constamment en train de me dire, si on l'enlevait, le récit se tiendrait quand même tout autant et on serait presque plus embarqué dans l'histoire parce qu'on se poserait des questions sur le vrai parcours de Barasov. Il tiendrait plus, mais justement, il manquerait, encore une fois, je pense, pour le public américain, le message qui est justement, alors, et c'est là où je pourrais intervenir sur mon défaut à moi que je trouve, c'est que le message, en fait, tout ce film est un film de propagande, puisque il faut avoir d'emblée, en a priori, justement, les mêmes idées que le texte de base. À savoir que donc, Vladimir Poutine, c'est un méchant dictateur, et que tout ce qu'il fait, justement, c'est avant tout pour la Russie, mais surtout pour son ego, et pour être le tsar. Donc, après avoir été le calife à la place du calife, là, justement, c'est quelqu'un qui essaie de se tenir au pouvoir. Or, si tu n'as pas cette perspective-là de base, justement, le film ne contient pas de... là, c'est le côté mise en scène. On ne voit jamais
l'impact que ça a sur les Russes véritablement eux-mêmes. On dit, ça y est, c'est la dictature, la Russie est dans les fers, on ne peut plus rien dire. Le problème, c'est que justement, on ne voit pas ça à l'écran. On est toujours dans la bulle de Barassov, de Poutine et de toutes les personnes qui gravitent autour, mais on ne voit pas ce que ça a pour le quotidien des gens. Et là-dessus, alors évidemment, ça serait encore plus long. Et après, le truc, Mais, c'est qu'on peut dire aussi que cette idée d'enfermement, c'est voulu dans le sens où on est sur le principe de l'interview, et donc que si Barassov ne va pas de lui-même aller voir les gens à l'extérieur, on va pas le découvrir ce point de vue. Moi, tu vois, je peux pardonner cette partie-là parce que je me dis, c'est dans l'objectif de construction narratif et dramatique du film qui consiste à être tellement dans la tête de Barassov par le principe de cette interview que c'est compliqué d'en sortir, parce que en sortir, ça voudrait dire raconter quelque chose qui n'a pas de logique par rapport au point de vue qu'on est supposé nous montrer. Après, comme tu dis, ça amène un regard biaisé, clairement, et ça amène une réflexion qui est clairement politisée et qui ne cherche pas à s'ouvrir, entre guillemets, à plus de perspectives, ou en tout cas à plus de remise en question de ce contexte historique, même actuel. Mais après, pour le coup, ça, c'est un choix, tu vois, que je pourrais pardonner un petit peu. Alors, encore une fois, oui, ton point de vue est tout à fait valable, mais prenons par exemple un truc tout bête. Barassov, justement, dans sa bulle, on voit surtout les succès qu'il a obtenus, parce que il faut reconnaître, quels que soient les actes que fait n'importe quel dirigeant, ou n'importe quel ministre, ça a des conséquences positives et négatives. Simplement, justement, on pourrait très bien donner sa vision positive des événements, puisque lui, il voit à quel point il a des succès, et on pourrait, par la mise en scène, justement, parce qu'il y a pas mal de plans d'archives ou de réenactment d'archives qui, justement, montrent un contrepoint. On aurait pu avoir un contrepoint, justement, pour montrer nous avons accompli ceci, les Russes sont plus heureux, et tu vois, la misère dans les Russes peuvent souffrir. Donc, il y a un manque d'ironie, un manque de recul qui, justement, fait que, pour moi, ça n'allait pas. Le film aurait pu, et c'est dommage, mais ensuite, c'est aussi un choix de réalisation, mais je pense que le film aurait gagné à montrer une forme d'ironie, ce qui est d'ailleurs assez russe, parce que dans la littérature russe, ce genre de contraste entre ce qu'un personnage croit et ce que l'on fait comprendre au spectateur, au lecteur, qui est complètement inverse, c'est un classique. N'hésitez pas à lire du Dostoïevski ou du Gogol. Ça peut être très très marrant. Entre ce que les gens s'imaginent, s'illusionnent même, et ce qui est la réalité brute, quand justement on n'est pas dans le grand discours ou dans ah ben ça c'est moi, j'ai réussi. Et là ici ça manque. En fait, d'une certaine manière, on sent un petit peu le film français. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. C'est ma petite pique. En termes de mise en scène, tu vas me permettre de rebondir sur un point que tu évoques. C'est-à-dire que oui, c'est très français. Ça va saigner. Trop français. Alors, de manière globale, je trouve que le film, en termes de construction et d'esthétique, ressemble à du Olivier Assayas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque, mais le film se tient de manière globale, et je trouve est assez prenant. Moi, je veux souligner tout de suite un point qui m'a insupporté tout du long de ce film, et ça rebondit un petit peu sur le fait que j'avais cette sensation, tu sais, j'évoquais que le film devait avoir un script de 400 pages, et que finalement, c'est réduit à peine 165. On en parle de ces fondus au noir. Alors, toi, ça t'a gêné? Ah, oula. Alors, Benoît Jacot est un grand adepte de ça. D'accord. Les films de Benoît Jacot m'insupportent. Il y a des fondus au noir tout le temps. Et le fondu au noir, pour moi, c'est un truc que je trouve peu de cinéastes aujourd'hui utilisent, et heureusement. Le fondu au noir, c'est horrible parce que littéralement au cinéma, je trouve que ça synthétise la fin de quelque chose de façon concrète. C'est-à-dire que lorsque tu mets un fondu en noir, c'est que tu vas faire un gros step dans le temps, ou alors au contraire que tu es en train de dire c'est la fin d'une vraie thématique et on va passer à autre chose. Tout le film passe son temps à faire des fondus au noir entre chaque bout de scène. Oh et moi je trouve ça plombe le film, ça crée une espèce de manque de rythme et surtout d'enchaînement. Enfin, et puis des fois c'est vraiment juste un fondu au noir pour repartir sur une scène qui a lieu 1 ou 2 jours après. Et pas seulement à la fin de chaque chapitre. C'est ça, et du coup ça amène une lourdeur et un côté pesant. Enfin, je trouve que ça fait vieux film français pour le coup. Tu sais, autant il y a des films sur lesquels je veux bien passer l'éponge, genre tu vois des films des années 30, 40, je trouve que le fondu au noir, bon, ça amène une certaine esthétique, et puis c'était un chois aussi, même si à la base,
la plupart des films des années 30 et 40 commençaient déjà à faire plutôt des fondus enchaînés pour passer d'une scène à une autre, ce qui donnait un petit effet de style. Qui est plus esthétique. C'est ça, c'est déjà plus esthétique. Mais alors là, les fondus au noir constant, ça pète le rythme du film. Ça le rend encore plus long, alors que je pense s'il était mieux monté et qu'il y avait un meilleur enchaînement des différentes scènes, on aurait une plus grande clarté en fait sur tout le propos et sur l'ensemble du récit. Et ouais, il y a vraiment des scènes où j'étais en train de me dire, c'est lourd quoi. Moi, je t'avoue, ça m'a pas... Alors, peut-être que tu exagères un petit peu aussi pour la vidéo, mais... Non, je t'assure, il y a vraiment des moments où j'étais un peu en train de péter un câble. Je crois que honnêtement, les fondus, ça se compte sur les doigts de 4-5 mains. Fastoche. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Je les ai remarqués aussi. Mais surtout, ils sont pas faits de manière à ce que ça soit un peu caché par un effet de mise en scène. Oh non. Mais moi, je t'avoue, ça m'a pas outre mesure. Tant mieux. Voilà. Donc, mais après, dans l'ensemble, encore une fois, c'est un défaut parmi un ensemble qui, je trouve, se tient quand même assez bien, est une jolie reconstitution. Au niveau, en tout cas, des décors, tout à ça, fait. par contre, c'est splendide. Ouais. Décors, costumes, maquillage. Là, au niveau de cet élément de mise en scène, là, par contre, c'est du petit lait. Moi, j'aime bien les cadres bien faits. Là, ce sont des cadres simples qu'utilise Olivier Assayas. C'est pas un auteur justement du cadrage spectaculaire ou formaliste. Mais par contre, là, au niveau de son chef déco, de son chef costumier et de la coiffure maquillage, franchement, ils ont fait un très 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 bon boulot. Ouais, non, là, je suis complètement d'accord avec toi. Et de manière globale, c'est un film qui, on se sent dans sa mise en scène, est voué à mettre en avant ses acteurs. C'est un point qui est toujours hyper important chez Olivier Assayas, de toute façon, que vous regardiez des films du début de sa carrière ou même plus récemment, même des films un peu chelous des fois qui se basent sur des concepts un peu cons. Il y a l'avantage, entre guillemets, de toujours pouvoir se reposer sur des performances d'acteurs qui suffisent à donner assez de perspective au film pour qu'on se laisse embarquer. Je reprends dernièrement Cuban Network, qui est son dernier gros film, entre guillemets, puisqu'entre-temps, il y a eu un petit film qui s'appelle Hors du temps, qui est pas foufou et qui a pas fait beaucoup de bruit d'ailleurs lorsqu'il est sorti. Mais sinon, les performances d'acteurs, c'est vraiment le centre de la mise en scène d'Olivier Assayas. Et là, par contre, très bonne performance. Ah bah oui, de manière globale. Et encore une fois, on sent que la mise en scène est vraiment là pour les servir. On sent que c'est pas un poids qui, par moment, pourrait être un petit peu lourd. Enfin, c'est bête, mais on voit souvent des réalisateurs qui ont tendance à vouloir tellement tout miser sur leurs acteurs que derrière, du coup, le montage est un peu plombé. Les effets de mise en scène, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut pas mettre beaucoup de perspective, ou en tout cas, il ne faut pas trop mettre d'effets pour faire en sorte de ne pas desservir l'acteur, donc pas trop de mouvements de caméra ou des trucs comme ça. Or là, il a réussi à trouver le bon équilibre, encore une fois, sur cette idée qu'il faut remettre en perspective quand même et en contexte tout ce qui se passe. Donc ça veut dire, il y a par exemple des grandes conférences de presse qui sont assez impressionnantes, où on va avoir des discours bien cinglants, qui vont être bien cadrés, qui vont être bien mis en relief avec tout ce qui se passe à côté. Il y a d'autres petites scènes qui sont juste des rencontres amoureuses, qui vont avoir juste ce qu'il faut d'impact pour nous marquer. Il y a notamment toute une première partie du film qui est littéralement un mélodrame, mais un mélodrame fait de façon très intelligente pour poser un certain contexte autour du personnage de Barassov et surtout de montrer que ça va avoir une résonance par la suite au fur et à mesure qu'il va progresser dans les grandes sphères de l'État. Et derrière, ensuite, quand on a ce drame politique qui se met vraiment en place, on sent que d'un seul coup, la mise en scène se calme et se pose de façon plus concrète. Et j'ai bien aimé justement cette transition un peu fluide entre deux effets de style qui justement sont radicalement opposés dans la manière de filmer et qui pour autant trouvent une certaine logique dans les rapports humains. Dans cette manière de filmer, dans cette manière de jouer sur le fait que... C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu as presque l'impression que le rapport qui est entretenu entre Barassov et Vladimir Poutine, c'est un rapport pas romantique, mais presque amical. C'est filmé vraiment comme deux potes qui se retrouvent à un endroit et qui se diraient, bah, c'est peut-être un peu limite ce que tu fais là, mais j'ai bien aimé cette perspective-là. Parce que on montre très vite que justement Poutine est une bête de contrôle. Ah par contre, oui. Donc, j'ai pas l'impression qu'on puisse dire que justement il a des amis. Le seul moment où entre guillemets on le voit chaleureux, c'est la scène du dîner à Saint-Pétersbourg avec tous ses potes. Avec tous ses potes qui justement est un moment où il a l'air vraiment détendu. Mais sinon, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une forme de contrôle et de recherche de contrôle, y compris de soi-même, qui laisse assez peu de place aux autres. Oui. C'est en même temps, il est servi par un très très bon acteur, donc Jude Law, qui justement arrive à camper un personnage énergétique, mais en même temps très, très minéral. Complètement.
Bah, tu me permets de rebondir, on va passer sur le casting, ça va être plus oui. simple là. Donc déjà, je tiens à citer l'excellent Jeffrey Wright qui joue donc Roland et qui est le narrateur du film, qui est vraiment classe. Moi, de toute façon, j'adore cet acteur et je trouve qu'on le voit pas assez. On ne voit pas assez dans le film non plus. Ouais, on le voit pas assez non plus dans le film. Non, mais c'est vrai, en plus, tu as raison de le citer, c'est vrai que c'est Surtout qu'il l'a dit à plusieurs fois, quand Barasov parle d'événements qui ont eu lieu, donc qui ont scandé l'histoire de Rocky, où j'étais j'y étais là. Justement, ça aurait été bien de le voir à un moment dans l'image. C'est vrai qu'on n'aurait pas craché sur un peu de perspective par rapport à ça. On va citer Wilkin qui joue donc Boris Berezovsky, qui est donc le patron de la RTP, oui, si je ne dis pas de bêtises. L'ancienne télévision publique russe. Tout à fait. Enfin, investisseur public, qui justement est passé du côté capitaliste. Tout à fait. Et qui lui est vraiment bon parce que son personnage pourrait vite devenir une espèce de caricature très cliché et pour autant il arrive plutôt bien à la transcender. On a Tom Sturridge qui joue donc Dimitri Sidorov, qui qui est le gars vulgaire, mais en même temps attachant. C'est vraiment le côté un peu aventurier qu'il y avait à la chute de l'Union soviétique. Oui, tout à fait. On a Alicia Vikander qui est bien sans être si détonnante que ça. Je trouve qu'en fait, elle n'est pas assez présente à l'écran pour réellement marquer. C'est celle qui jouait Xenia? Oui, tout à fait. Elle est bien, elle a une belle manière d'interpréter le personnage, mais... Son personnage, quand même, est assez central. Oui. En tout cas, pour le personnage, justement, de Brossoff. Oui, tout à fait. Mais après, ouais, sa performance, moi, je la trouve pas transcendante, mais je trouve qu'Alicia Vikander, c'est une actrice qui, parfois, peut être très bien dirigée. Je trouve notamment qu'avec Tom Hooper, que je dise pas de bêtises, dans Danish Girl, par exemple, elle était très très bien. Ah oui, mais en plus, c'était un rôle qui était compliqué. Tout à fait. Mais du coup, il lui faut le bon réalisateur. Et je trouve là qu'en Olivia Assayas, elle n'arrive pas forcément à assez se transcender. Elle fait trop femme plantureuse et pas grand-chose de plus. Tu vois, il n'y a pas assez de scènes où je trouve qu'elle arrive vraiment à surplomber tout ça. Je ne sais pas si c'est justement, là, on peut le reprocher à Assayas. Je pense plutôt que c'est à cause justement de son personnage. Ça, c'est une possibilité. Qui, justement, est un personnage qui voudrait se libérer de beaucoup de choses, mais qui, entre guillemets, s'est ratatiné face à la gifle du réel. Après, si je mets cette perspective-là, c'est parce que j'ai toujours trouvé un petit peu qu'Olivier Assayas, c'était un cinéaste d'acteurs et très peu d'actrices. Même si paradoxalement, il se revendique beaucoup comme un cinéaste d'actrices. C'est pas quelqu'un que j'ai toujours trouvé comme étant un bon directeur justement d'actrices. Par contre, en tant qu'acteur, encore une fois, c'est un très très bon directeur d'acteurs et on le voit bien, comme tu l'as souligné avec la performance de Jude Law, qui est très impressionnant dans le rôle de Poutine. Or, c'est quand même pas facile d'interpréter une personne comme ça, et on lui a lui-même posé souvent la question, est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur d'interpréter ce personnage, sachant que l'homme existe, et qu'il est puissant. Et lui, il a toujours dit que c'était une version de Poutine, que c'était pas la version de Poutine, que c'était pas une imitation ou une caricature ou même une représentation ultra réaliste de Poutine, c'était son Poutine, et son Poutine est très charismatique en tout cas. Oui, et puis en même temps, Poutine, c'est quand même pas Kim Jong-un, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais un film qu'il représente qu'il va sortir tout de suite la Kalachnikov. Voilà. Bon, même s'il a dit qu'il voulait sortir avec Kalachnikov, Kim Jong-un, quand il a vu l'interview qui tue, mais ça, c'est un autre point de vue. Ça, c'est Kim Jong-un. Ouais, ça, c'est un autre point de vue. Et on a donc Paul Dano. Paul Dano qui, quand même, actuellement, a une épée de Damoclès sur le coin de la nuque avec ce que Tarantino lui a balancé. Ce qui est injuste, franchement. Ce qui est ridicule. Enfin, encore une fois, Paul Dano, moi j'ai toujours trouvé que c'était un excellent acteur et un très bon réalisateur aussi. On a tendance à l'oublier, mais c'est un réalisateur également. Et en tant qu'acteur, moi j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui avait cette grande noblesse de savoir interpréter avec beaucoup de justesse des personnages qui sont parfois très compliqués. Et ici, il est vraiment très très bon. Moi, je l'avais découvert avec There Will Be Blood. Je pense comme beaucoup de gens. Moi, c'était avec Little Miss Sunshine, tu vois. Moi, c'est en fait après que j'ai vu Little Miss Sunshine. C'est pour ça. C'était Syncratis. Et ensuite, il a fait beaucoup de rôles différents. Et en fait, Paul Dano, c'est un visage tellement poupon, d'une certaine manière, qu'il peut passer sur beaucoup de choses. Faut pas lui faire jouer un gros catcheur, ça c'est sûr, mais par contre, quand tu as un personnage qui doit être fort et fragile à la fois, et surtout vraiment à la fois, là franchement, il peut donner le meilleur de lui-même. Et là, c'est une très belle démonstration de ça, je trouve. Ici, c'est surtout en contraste avec les autres personnages. Vladimir Poutine, justement, qui parle assez vite, tandis que Paul Dano, lui, il a toujours une voix très mesurée, même quand il s'énerve.
quand il joue le personnage jeune dans une soirée, là, à un moment, il s'énerve, mais il reste ensuite très composé. Et ça aussi, il faut arriver à le tenir, ce genre de rythme. Tout à fait. C'est pas facile et pour autant, tu sens qu'il y a une vraie aisance à composer ce personnage et à pas avoir peur d'aller dans certains retranchements où il pourrait voilà, être trop monolithique, mais où c'est pas le cas parce qu'on sent qu'il y a quand même un espèce de travail autour de ce qui doit être sous-entendu. Et je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui, pour le coup, fonctionnent très très bien. Il y a la scène, tu sais, où il y a Poutine qui est en train justement d'être devant un panel de journalistes et qui doit expliquer un petit peu ses interventions. Et lui, derrière, qui est juste en train de regarder, et tu le vois comme ça, j'ai trouvé cette scène, je me suis dit, c'est super, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais tout est lisible sur ce que le personnage d'A3 à dire à ce moment-là. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Ça, c'est voilà. Très, très bon Paul Dano, donc encore une fois, pourquoi Tarantino a dit ça? Là, parce au qu'il moins, commence à devenir un vieux con. Mais là, vous pouvez avoir la preuve que, justement, Paul Dano, c'est un très bon acteur. Voilà, vous vous demandez si Paul Dano est un très bon acteur. Rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du match du Kremlin? Je retiens une vision extrêmement occidentale de la Russie. Juste un petit plus, justement, dans l'écriture. La façon dont on représente dans le film la chute de l'URSS et donc la libération de la jeunesse anciennement communiste, c'est représenté avec justement une fête où on boit, où l'homosexualité s'étale. Donc une fête rock'n'roll. Punk même. Punk, on peut le dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que c'est une vision occidentale parce que c'est en fait la continuité de la théorie de Herbert Marcuse, un philosophe qui a pourri Hollywood et qui pourrit encore aujourd'hui parce que la vie, ça doit être une fête. C'est ça, le bonheur, c'est de faire la fête. C'est pas de créer quelque chose. Non, c'est de pouvoir te murger la gueule. Alors, évidemment, je caricature, hein, mais... C'est ce qui a été dénoncé par Kluskar dans ses œuvres, Le capitalisme du désir. Et là, justement, c'est comme ça que c'est représenté, ce qui fait que j'en retiens que ce film-là, malheureusement, n'arrive pas à dépasser cette vision occidentale, même américaine, de la façon dont on doit représenter la liberté, la justice, le droit et même la géopolitique. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais avec de très bonnes qualités qu'il faut reconnaître. Je vais pas rajouter grand chose parce que tu as dit beaucoup de choses. Non, mais parce que tu as dit beaucoup de choses et qu'elles sont très bien. Je rajouterais simplement que c'est un film qui est très long et qui paradoxalement mériterait d'être plus étendu pour réussir à pleinement atteindre son objectif. Pour autant, c'est... Et avec moins de voix off aussi. Et avec moins de voix off, ça c'est indéniable, mais la voix off c'est le problème de beaucoup de films qui sont pas assez longs pour réussir à se donner assez de densité et trop courts pour réussir à être assez clairs dans leurs propos. Donc c'est un peu cette démonstration-là qu'est le film d'Olivier Assayas, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait peut-être plus d'ampleur et que ça a été réduit. Pour autant, ça reste prenant, ça reste intéressant. C'est une vision de la Russie, offerte par un auteur et par une logique qui est, comme tu l'as si bien synthétisé, la logique occidentale, et pas tant que ça, justement, une opposition de point de vue. Peut-être ce qui manque à ce film, un regard qui soit un petit peu plus dans l'opposition, ou en tout cas dans la juxtaposition de deux points de vue qui se seraient regardés et qui auraient essayé justement de questionner un petit peu ce pays et cette personnalité. Après, ça reste un bon film. C'est-à-dire que c'est un film qui est très bien interprété, c'est un film qui est factuellement bien fait. C'est par moments un film trop français, avec ses défauts comme ses qualités. Et pourtant, on aime la France. Hein. Et on aime la France, hein, mais des fois, c'est trop français. Mais donc, le match du Kremlin d'Olivier Assayas, pourquoi pas? Vous allez au moins découvrir potentiellement qui est Paul Dano, avec toutes ces polémiques qu'on entend avec Tarantino. Et au-delà de ça, je pense que vous découvrirez un certain œil sur la Russie et sur l'histoire de la Russie de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, qui vaut quand même le coup d'œil. Et au-delà de ça, vous aurez des très bonnes performances. Voilà. Merci mon cher Mathieu. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on va faire en sorte que ce soit vite. Ah bah, moi, toujours avec plaisir et toujours avec beaucoup d'impatience. J'aime entendre ça. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Tu sais quel film aurait été bien aussi pour mettre en perspective justement le côté jeunesse russe à la fin de l'Union soviétique, Leto, tout simplement. Il y a des moments, ça me fait presque penser à Leto. Tu vois, il y a 2-3 scènes, j'étais en train de me dire, ah, Leto l'a mieux fait, tiens. Leto l'a mieux fait, mais il l'a fait surtout différemment. Exactement.